Bonsoir, chers candidats. Pour le bac L2, je commencerai par m'excuser d'être resté aussi longtemps pour ne pas dire s'éterniser sur le fait que je n'ai pas posté de vidéo tous ces temps-ci. C'est lié un peu aux travaux de fin d'année. Voilà. Je suis très surchargé. Du coup, je n'ai pas eu beaucoup de temps par rapport aux cours dans les classes de terminale, mais aussi les corrections, voilà, les travaux de fin d'année. Comprenez un peu. J'aimerais terminer donc le chapitre croissance et développement par les indicateurs qui constituent la troisième partie de la section sous-développement, constituée des caractéristiques du sous-développement, des théories explicatives sur lesquelles j'avais clôturé avec une dernière vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer par les indicateurs de développement et leurs limites. Quand on parle d'indicateurs de développement, c'est en fait l'ensemble des instruments nous permettant d'apprécier les performances d'une économie nationale. À ce niveau, nous allons retenir trois catégories d'indicateurs, à savoir les indicateurs quantitatifs ou structurels, qu'on appelle aussi indicateurs économiques de la croissance, les indicateurs qualitatifs, ainsi que qualitatifs qu'on appelle aussi sociodémographiques, et les indicateurs composites. Voilà, pour commencer, les indicateurs économiques dits indicateurs structurels ou indicateurs de la comptabilité nationale, plus précisément les agrégats, nous permettent d'apprécier la quantité de richesses créées dans une économie. Et c'est pourquoi d'ailleurs on parle d'indicateurs quantitatifs. Parmi ces indicateurs, on peut retenir le produit intérieur brut, qui est l'ensemble des richesses créées à l'intérieur du territoire, le produit national brut, qui est l'ensemble des richesses créées par les nationaux, le PIB ou PNB par habitant, le revenu national, la qualité et la quantité des infrastructures, ça peut être un indicateur de développement, la répartition, le degré d'industrialisation, ainsi que la répartition des activités par secteur. On sait que dans un pays sous-développé, le secteur tertiaire est peu représenté, ainsi que le secteur secondaire. C'est le secteur primaire qui domine en fait. Mais dès que l'économie devient émergente ou développée, il y a le processus de tertiarisation qui fait que l'économie, la répartition des activités va se modifier. Les activités seront plus concentrées dans les secteurs secondaires et tertiaires, au détriment du secteur primaire sous l'effet de l'exode rural, mais aussi des progrès techniques. Voilà. Du coup, le secteur primaire perd la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre se déplace vers les secteurs secondaires et tertiaires, d'où le déplacement des activités aussi. Ces deux secteurs vont se tailler la part du lion au détriment du secteur primaire. Voilà, donc quand on parle d'indicateurs économiques, notamment les agrégats, ces indicateurs n'apprécient que la quantité de richesse créée. C'est pourquoi on dit que c'est de bons indicateurs de développement, mais de bons indicateurs de croissance, mais de mauvais indicateurs de développement. Pourquoi? Parce que le développement, certes, est d'abord quantitatif, mais aussi il répond plus à une logique qualitative de satisfaction des besoins. Et c'est la raison pour laquelle des indicateurs sociodémographiques ont été intégrés. À ce niveau, nous pouvons retenir les indicateurs sociaux d'abord. Quand on parle d'indicateurs sociaux, on fait allusion à l'espérance de vie à la naissance, la durée moyenne de vie d'une population, ou le nombre moyen d'années qu'espère vivre un nouveau-né si les conditions de vie restent inchangées tout au long de son existence. C'est la définition technique. Voilà. Bon,
l'espérance de vie mesure un peu la longévité d'une population, mais aussi l'éducation qui est appréciée, le savoir à travers. Évidemment qu'il faut préciser l'espérance de vie indique l'état sanitaire des populations. Voilà. L'éducation à travers le taux d'alphabétisation des adultes. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus le taux brut de scolarisation pour un peu ratisser large. Voilà. La durée d'études, ce qu'on appelle communément le degré d'instruction, qui sont aussi des éléments qui permettront d'apprécier un peu les performances sur le plan social, mais aussi les indicateurs démographiques comme le taux de natalité, le taux de mortalité, le taux d'accroissement démographique, l'indice de fécondité, entre autres, qui nous permettent d'apprécier un peu l'aspect démographique. Mais aussi, n'oubliez pas qu'on peut même utiliser la consommation d'énergie comme étant un indicateur social. Voilà, parce que dans les pays développés, les populations consomment beaucoup plus d'énergie que dans les pays sous-développés. Entre autres, on peut retenir des indicateurs économiques de la croissance, des quantitatifs, purement quantitatifs, des indicateurs purement qualitatifs, comme le savoir, la santé. Mais ces indicateurs pris isolément sont incapables de mesurer le développement, parce que tantôt j'ai dit le développement est à la fois quantitatif et qualitatif. Certes, les agrégats mesurent l'aspect quantitatif, pris isolément, mais aussi les indicateurs socio-démographiques qu'on appelle indicateurs qualitatifs apprécient l'aspect qualitatif du développement. Mais ces indicateurs aussi pris isolément sont incapables de mesurer le développement, parce que le développement n'est pas tout simplement qualitatif. Le développement est d'abord quantitatif, parce que la croissance reste un préalable pour le développement, et la croissance, elle est purement quantitative. Voilà, du coup, c'est ce qui justifie d'ailleurs la mise sur pied de nouveaux indicateurs qu'on appelle indicateurs composites. Pourquoi composites? Parce que ces indicateurs tiennent en compte à la fois des aspects quantitatifs comme le PIB ou le PNB, mais aussi des aspects qualitatifs comme le savoir et la santé, à l'image de l'indice de développement humain. Voilà. Un autre indicateur synthétique, l'indice de pauvreté humaine, même si cet indice-là ne s'occupe pas du développement, mais du degré de pauvreté, tout en sachant aussi que si on parvient à apprécier le degré de pauvreté, on a une idée du niveau de développement. Voilà. Donc là, les indicateurs composites, comme je viens de le dire, sont dits aussi indicateurs synthétiques, parce qu'ils font la synthèse des aspects à la fois quantitatifs et qualitatifs. Voilà pourquoi ces indicateurs sont plus aptes à mesurer le développement. Maintenant, je préfère peut-être donner l'utilité, l'importance de ces indicateurs pour terminer par les limites globalement. Voilà, parce que ce qui était normal, c'était de, après avoir développé les indicateurs quantitatifs, que je précise que ces indicateurs sont limités, poussant les gens à penser à des indicateurs qualitatifs, mais aussi ces indicateurs aussi pris isolément sont limités, il va falloir combiner les deux. C'est ce qui est à l'origine de la mise sur pied des indicateurs synthétiques. Bon, les indicateurs synthétiques comme l'IDH, l'indice de développement humain, qui a été mis sur pied par le PNUD en 1990, est élaboré à l'aide de 3 critères. La longévité, je l'ai dit tantôt, la longévité c'est une durée de vie longue, une durée de vie qu'on apprécie à l'aide de l'espérance de vie à la naissance pour apprécier un peu l'état sanitaire des populations, mais aussi l'éducation ou le savoir, apprécié à l'aide du taux d'alphabétisation des adultes, du taux brut de scolarisation actuellement avec la nouvelle formule, ou du degré d'instruction, la durée moyenne d'études, je veux dire. Et le troisième critère dans l'IDH, c'est le PIB réel par habitant, appelé aussi PIB en parité des pouvoirs d'achat, qui est évalué en dollars pour un peu
prendre en compte les difficultés de comparaison à l'échelle internationale. Donc tous les PIB sont convertis en dollars pour qu'on puisse faire une comparaison à l'échelle mondiale. Voilà, du coup, le PIB en parité des pouvoirs d'achat est appelé le PIB ajusté. Voilà, c'est le PIB réel par habitant qui indique le niveau de vie des populations. Voilà donc les 3 critères dans l'IDH, c'est la longévité, c'est l'éducation, le savoir et c'est le niveau de vie. Maintenant, la méthode de calcul de l'IDH, puisque je n'ai pas de tableau en fait, je ne vais pas la faire, parce que aussi le bac n'est pas conforme à cela. On ne va jamais vous demander de calculer l'IDH, mais quand même on peut vous donner des IDH et vous demander de les interpréter ou à la limite de faire des comparaisons. Voilà. Donc, par rapport à l'ancienne formule, nous avons 3 intervalles. Si l'IDH est compris entre 0 et 0,5, on dit que le pays a un niveau de développement faible. C'est le cas des pays les moins avancés. Si l'IDH est compris entre 0,5 et 0,8, on parle de pays à niveau de développement moyen, les pays émergents par exemple. Et si l'IDH est au-dessus de 0,8, c'est-à-dire entre 0,8 et 1, on parle de pays à niveau de développement élevé. Du coup, on a 3 catégories de pays à travers l'IDH. Voilà. Maintenant, en 1997, pour permettre au FMI et à la Banque mondiale d'intervenir dans certains pays où on note une pauvreté absolue, un indice a été mis sur pied en 1997 par le PNUD et on l'appelle indice de pauvreté humaine. L'IPH, lui, tient compte aussi de 3 critères majeurs. Le premier critère, c'est le pourcentage de la population alphabétisée. On revient encore au savoir. Voilà. Le nombre de personnes qui savent lire et écrire un texte court, c'est ça, les personnes alphabétisées. Mais aussi le pourcentage des personnes qui meurent avant 40 ans. Ça veut dire que là, on essaie de mesurer l'espérance de vie, l'état sanitaire des populations et en fin de compte, le pourcentage des populations qui n'accèdent pas à l'eau potable, aux soins de santé de qualité ou qui détiennent des enfants malnutris. Voilà, c'est dire que les critères de l'IPH, c'est les fondamentaux de la pauvreté, puisque l'indice lui-même s'appelle indice de pauvreté humaine. Voilà, globalement, voilà les 3 catégories d'indicateurs. Maintenant, si on revient sur les limites pour clôturer le chapitre, on dit que les agrégats considérés comme étant pris comme indicateurs de développement ne sont pas fiables. Les agrégats présentent beaucoup de limites, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, mais aussi bien dans la comparaison que dans l'évaluation. Maintenant, pour ne pas trop compliquer la tâche, je vais relever les limites en vrac. Parfois, ça peut être des limites par rapport à la comparaison. Je le disais tantôt que les pays peuvent utiliser différentes monnaies. Il va falloir convertir toutes ces monnaies-là en dollars en s'inspirant du taux de change. On parlera de PIB en parité des pouvoirs d'achat pour un peu parer à la limite diversité des monnaies et différence de techniques de calcul. Voilà. Donc, par rapport aux limites, je commencerai d'abord par les agrégats. Évidemment, les agrégats sont limités parce qu'ils sont incapables de mesurer l'aspect qualitatif du développement. Le bonheur, le bien-être, le progrès social, la santé, le savoir sont des aspects qualitatifs qui ne sont pas quantifiables. Donc, quand on utilise l'agrégat PIB ou le PNB par habitant pour mesurer le développement, en réalité, on ne mesure pas le développement, mais on mesure la croissance. Deuxièmement, les activités, même par rapport à l'aspect quantitatif, les agrégats sont limités parce que les activités du secteur informel, que ça soit légal comme le travail domestique, le bénévolat, ou illégal comme la production de drogue, le travail souterrain, le travail au noir, sont des activités du secteur informel, illicite. Voilà. Le secteur informel peut être légal ou illégal. Toutes ces activités-là ne sont pas retenues par le PIB parce que tout simplement, c'est des activités qui ne sont pas déclarées. Quand on parle de secteur informel,
c'est un secteur qui n'est pas reconnu par l'État. Du coup, les richesses créées dans ce secteur échappent au PIB. Mais aussi, si on prend le monde rural, surtout dans nos pays sous-développés, la plupart des agriculteurs dans le monde rural font de l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'ils consomment les produits qu'ils ont eux-mêmes cultivés, ce qui veut dire que cette consommation-là ne sera pas prise en compte. Mais aussi, nous avons un problème de moyens matériels et humains pour se déplacer dans les coins les plus reculés pour en fait relever, pour avoir une banque de données statistiques. Voilà. Pour disposer de chiffres, il va falloir se déplacer et certains coins et recoins sont difficiles d'accès, ce qui veut dire que beaucoup d'informations ne seront pas recueillies. On aura un problème de banque de données. Voilà. Les statistiques restent limitées dans nos pays. C'est une limite fondamentale. Par ailleurs, on dit que les agrégats tiennent compte de certaines activités qu'ils ne devraient pas retenir, mais aussi ignorent certaines activités qu'ils devraient retenir de façon globale, si on fait l'analyse par rapport aux limites. Si par exemple on dit que pour calculer les agrégats, on fait une somme de richesses créées. Évidemment, pour calculer le PIB, on fera somme des valeurs ajoutées, plus droits de douane, plus TVA, sous l'optique du produit, rémunération des salariés, plus impôts liés à la production, aux importations, moins subventions, plus EBE, c'est selon l'optique du revenu, ou somme des ou consommation finale, plus FBCF, plus variation des stocks, plus X moins M, selon l'optique des dépenses ou de la demande. Le PNB aussi, on mettra PIB plus solde des revenus, ou PIB plus revenus reçus moins revenus versés. Toujours est-il, on fait une sommation. Si on additionne l'augmentation des richesses à droite, on devrait tenir compte de la dégradation de l'environnement. Voilà. Les agrégats font la somme de richesses créées sans tenir compte des externalités négatives consécutives aux activités économiques comme la pollution, comme les nuisances qui dégradent les conditions de vie. Mais aussi, toute augmentation des richesses créées ne se traduit pas par une amélioration des conditions de vie. Les embouteillages, l'augmentation des maladies ou l'augmentation des accidents de la circulation sont des occasions qui augmentent le PIB. On sait que si le nombre de maladies augmente, les consultations vont augmenter, c'est des services produits par les médecins, mais aussi la vente de médicaments, le chiffre d'affaires des pharmacies vont augmenter. Ça provoque une augmentation du PIB, mais ce n'est pas synonyme de progrès social. Les embouteillages font consommer de l'essence. Les propriétaires de voitures vont consommer plus d'essence. Ça augmente le chiffre d'affaires des entreprises pétrolières et le PIB, mais ce n'est pas synonyme de progrès social. C'est pareil, les accidents vont provoquer des réparations. Voilà, l'achat de pièces de rechange, ça augmente le PIB, mais ce n'est pas synonyme de progrès social. Voilà, une limite fondamentale attire mon attention, c'est notamment par rapport au PNB par habitant. On dit que le PNB par habitant est un mauvais indicateur parce que non seulement il cache des inégalités de revenus, mais aussi le fait que la population soit au dénominateur peut réduire le quotient. D'abord, quand on dit le PNB par habitant au Sénégal, c'est 500 $ par exemple. Ça signifie que chaque résident sénégalais produit 500 $. Alors que les inactifs ne produisent rien. Certains vont produire peut-être 10 fois ou 100 fois 500 $. Voilà, donc le PNB par habitant cache des inégalités de revenus. C'est un mauvais indicateur, il peut nous induire en erreur. Mieux, quand la population augmente, le PNB par habitant devient faible. Quand on compare par exemple le PNB par habitant des États-Unis à celui de l'Arabie Saoudite, on a l'impression que l'Arabie Saoudite crée beaucoup plus de richesses que les États-Unis, alors que la réalité montre le contraire. Si on prend la Chine et le Botswana, le PNB par habitant de la Chine peut être inférieur à celui du Botswana. Pourtant, la Chine est plus développée que le Botswana. Du coup, le PNB par habitant est un mauvais indicateur.
Voilà, on peut terminer par l'IDH pour ne pas trop allonger le débat. L'IDH lui-même, qui semble être aujourd'hui l'indicateur le plus pertinent, admet beaucoup de limites. D'abord, l'IDH inclut dans son calcul le PIB réel par habitant. Dès qu'on dit PIB, ça veut dire l'IDH ignore les richesses créées dans le secteur informel. L'IDH ignore l'autoconsommation des producteurs. L'IDH ignore les richesses qui ne sont pas relevées par les statistiques, entre autres. Voilà. Toutes les limites, j'allais dire, des agrégats constituent aussi des limites pour l'IDH. Au-delà même, on peut se dire que l'IDH, est-ce qu'aujourd'hui, la classification des pays à travers l'IDH révèle réellement le niveau de développement? Pourquoi les trois critères qui sont retenus semblent être les meilleurs? Pourquoi l'IDH ne retient pas la liberté, par exemple? Pourquoi l'IDH n'intègre pas la démocratie, la bonne gouvernance? Ce sont des éléments qui sont de nature à améliorer la qualité de la vie humaine. Voilà, entre autres, c'est un questionnement sans réponse. C'est dire qu'aucun indicateur n'est parfait à 100%. Voilà. Un indicateur peut être plus pertinent qu'un autre, mais tous les indicateurs admettent des limites. Voilà. Je vous dis bonsoir et je pense que je vais accélérer les vidéos sur le deuxième chapitre pour en fait pouvoir produire des vidéos sur tous les thèmes. Voilà, d'ici l'examen, Inch'Allah. Je vous demande de m'excuser encore et je ferai le maximum d'ici les examens pour pouvoir vous fournir les vidéos sur les autres parties du programme. Allez, bonsoir.